Déjà Blox, donc qui fait énormément de crypto, et je suis cofondeur avec lui du média Breakout TV que vous voyez. On invite des traders pour parler de leur expérience. Événement, il a lieu grâce surtout à quelqu'un, à une entreprise, et aussi à une personne qui est derrière, c'est bien sûr Kraken. Donc je vais inviter Dorian Bucelloni. Applaudissez-le, c'est... Merci beaucoup à tous d'être là, de nous rejoindre aujourd'hui pour cet événement. C'est une première en France. Écoutez, Kraken est pionnier dans l'écosystème du Web3 depuis plus de 15 ans maintenant. Et on va continuer aujourd'hui, c'est une première encore une fois. Bien sûr, toute la journée, vous allez gagner des petits cadeaux. Vous êtes venus ici pour tester vos connaissances et pour récompenser ceux qui en ont assez. Un live tous les jours. C'est un gros trader propre firme, parce qu'il a gagné une très belle somme l'année dernière. Il trade au carnet d'or, il va venir vous le présenter. On peut accueillir Marc-Antoine Devilliers de Pizza. Écoute, ça va nickel, bonjour à tous, salut. À la base, le carnet d'ordre, je ne l'ai pas découvert sur YouTube. J'ai fait mes classes financières, j'ai fait un master de finance, et derrière j'ai eu la chance, donc c'était il y a 20 ans, aujourd'hui j'ai 42 ans, c'était quand j'avais 22, d'être embauché dans un fonds d'investissement à Amsterdam. En dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carnet, il va bouger, et en fait vous allez, comme un mouvement qui est en train de se produire, essayer de comprendre, de visualiser les mouvements qui se passent, et par rapport à ces mouvements, trouver des trades. Ça c'est ce qu'on appelle en fait trader par l'étude des mouvements, c'est la dynamique des marchés. De mon côté, je connais mes probabilités. Les gens ne comprennent pas au départ, les gens quand ils découvrent, ils disent attends, c'est un gambler. Vous ne pouvez pas appliquer ce modèle de risque sur du swing parce que vous n'allez pas avoir un nombre assez important de trades et donc vous n'avez pas du tout dispersé le risque. Moi je fais du scalping contrarien. Ça veut dire quoi du scalping contrarien? Contrarien, ça veut dire que je suis contre un mouvement précédent. Là je viens de revoir le trade. Le premier, je dis, il était pas bon. Pourquoi? Parce que quand je rentre, je dis putain, j'ai pas revu bien le bras de fer. Comment tu évites les pièges sous le carnet? Je peux pas les éviter les pièges, je me les prends. Je me prends un piège, par exemple, je rentre. Il y a un bras de fer que j'ai l'impression qu'il y a lieu et qu'il d'un seul coup, l'autre du bras de fer, il arrive. Je dis merde, il m'a piégé. Parce qu'au départ, l'autre m'a montré de la force et l'autre, il a encore il a des pectoraux 2 fois plus gros. Et donc là, à ce moment-là, je dis merde, je me suis fait piéger. Très bien, c'est pas grave. Je vais essayer maintenant de mieux travailler mes nouvelles entrées. Et attention, parce que je sais que le marché est piégeux là. D'accord? Donc en fait, ça fait partie du game, les pièges. Je peux pas les anticiper. On va passer beaucoup en ce moment, une communauté à Montréal. Beaucoup de gars qui sont un peu mitigés entre l'institutionnel ou le particulier. Toi qui as fait les deux, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommanderais à un jeune à la vingtaine qui a envie de démarrer? Moi, c'était génial l'institut il y a 20 ans, quand j'étais à mon époque, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je trouve que les portes, elles sont vachement fermées. Ouais, voilà. Carrément. Et donc, quand tu arrives en plus à les ouvrir, donc tu es à 2% de réussite de les ouvrir, je trouve que les salaires et les payes qui sont offerts ne sont pas à la hauteur, en fait, des espérances, en fait. Exact. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut récupérer de la liberté, essayer de se gagner son oseille par soi-même. Moi, je suis un entrepreneur. Et dans le trading, c'est de l'entrepreneuriat parce que tu mises sur toi et tu dépends pas d'un site ou tout ça qui vont te payer. Au départ, tu es junior, tu vas peut-être gagner au lance-pierre, tu vas être vachement dirigé par de la hiérarchie, franchement aujourd'hui, prends ta liberté dès le départ. Et aujourd'hui, moi quand j'ai démarré, j'étais obligé d'aller en institut, il n'existait pas les profs firmes, ça n'existait pas. Aujourd'hui les profs firmes, ça te donne, quand tu sais trader, un champ des possibles monstrueux. Aujourd'hui, tu es bon en prof firme, tu es capable de gagner entre 5 et 10 000 balles par mois, mais en institut, moi j'ai jamais gagné ça en institut en fait. Ah, c'est sûr, mais toi qui as en plus une approche scalping très court terme, un peu agressive, est-ce que tu penses que, parce que tu apportes beaucoup de sagesse dans tes lives, etc., mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas la discipline que tu as eue dans ton passage en institution, un gars qui veut essayer par lui-même, est-ce que vraiment tu lui recommandes de se lancer sur le marché? Tu sais quoi, regarde, moi ce qui m'a appris en institut, c'est pas la discipline, on m'a appris à trader. Ouais. La discipline, moi aujourd'hui quand tu regardes mes lives, je suis presque pas discipliné. Je suis pas discipliné. Je suis dans un cadre qui est assez large et dedans, pour moi je suis un artiste. Artiste, c'est-à-dire que je suis pas un conformiste dans les règles. C'est-à-dire que je fais plein de petites choses cadrées par une boîte maximale, mais dedans, j'y crois pas la discipline. Parce que la discipline, comme tout à l'heure je faisais l'image de mec qui fait
un régime, ça pète tout le temps. Moi, j'aime bien la notion de la discipline douce. Tu te mets dans un cadre, derrière, tu laisses plein de portes ouvertes pour en fait toi-même mettre ta patte et ta personnalité à toi. Dans un truc, vous êtes parlé d'un truc des étudiants, c'est-à-dire que vous allez aller sur le bassin de l'emploi, d'accord? Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez gagner de l'argent et en même temps, ce qu'on veut essayer de faire, c'est aussi un métier, quelque chose dans lequel on va prendre du plaisir. Moi, aujourd'hui, le trading, ça prend les deux. Alors, il y a tout le monde qui va pas réussir. Tout le monde va pas réussir. Et putain, même si moi, dans l'école, Le jeu en vaut la chandelle. moi, dans mon école, j'ai entre 25 et 30% de ceux qui réussissent. Ça veut dire que j'en ai 70 qui réussissent pas. Mais est-ce que ça vaut pas le coup des 25% d'être dedans pour changer de life? 100%. Puis tu développes une discipline dans la gestion de tes finances, même si tu deviens pas trader, qui est quand même vraiment pointilleuse, quoi. Voilà, et puis tu apprends même, imagine même si tu n'y arrives pas, tu t'es mis une épreuve de vie pour ensuite peut-être être bon dans un autre champ que tu vas finalement, sur lequel tu vas te complaindre en fait. Non, 100%. Voilà. Tu peux très bien faire des études et les rater, et c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Ok, et du coup, toi qui es très court terme, nous on est vraiment pro fondamental. Est-ce que quand même tu te tiens à jour, tu te renseignes, ça détermine un billet hebdomadaire ou vraiment toi tu mets le nez dans le marché Alors, c'est bien, je mets le nez dans le marché et je me suis rendu compte que plus j'intégrais du fondamental, moins j'étais bon. Parce que tu te crées des propres billets, quoi. Je me crée des billets, tu vois, et je fais moins attention, ce que tu as vu tout à l'heure, à mon carnet d'ordre, tu vois. Le mois d'avril, on est super haut, j'agresse énormément en scalping mes shorts, pourtant je vois pas grand chose au carnet, parce que dans le fondamental, guerre, trouve pas d'accord, forcément à un moment donné ça va baisser. Mais ça fait exactement l'inverse, tu vois. 100%. Et donc, j'ai vachement agressé en scalp mes shorts, et putain, j'ai fait chier. Là, depuis un mois, je me dis, hey, tu sais quoi, je regarde même plus une fois les infos sur savoir ce qui se passe en Iran, machin. Et ben en fait, j'ai tradé qu'au carnet, et j'étais en fait la source dans le carnet et dans le scalping court terme. Et complètement. Nous, on bosse beaucoup avec des quants et c'est ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'on reste caché derrière la ligne de code parce qu'à la fin de la journée, quand tu descends en dessous du day trading, le scalping n'a pas d'impact avec la macro. À la limite, tu te prends une news dans la gueule. Voilà, mais news. Voilà, News, voilà. c'est là, ça, mais tu ouais. peux pas l'éviter. Mais ça, tu peux pas l'éviter, et donc tu pourras pas l'éviter. Elle fait partie de ton modèle de scalp, elle fait partie. Je sais que je peux me prendre un excès de vol sur Trump, ça fait partie du game. C'est ce qui pour ça, par exemple, que quand je trade toujours très petit. Très petit, je dois être dans mon modèle. Normalement, je sais que il peut y avoir une énorme bougie et que je suis capable de me la prendre dans les dents. Il faut que je puisse être capable de me la prendre dans les dents. Ok. Toi, ta gestion de risque sur les Popium Futures, c'est vraiment le compte. Globalement, Ouais, mais attention, le compte, je vais te dire, moi, je le saute une fois tous les 45 jours. Et si tu avais un conseil pour un étudiant qui veut se lancer sur le marché en tant que particulier? Ah putain, tu prends juste un petit challenge sur une propre firme pas trop chère et puis tu fais tes armes par toi-même. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est vraiment ça. Et l'idée aujourd'hui, un étudiant, il n'a pas beaucoup de sous, je comprends. Ah putain, la chaîne, c'est quand on fait les lives, c'est gratos. Va déjà manger toute la valeur que j'ai mis, tu vois. Ce genre d'événement, je trouve que ça apporte beaucoup de valeur. Ça fait plaisir d'avoir des gars comme toi. Merci à toi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Va être présenté par une entrepreneuse, tradeuse, qui est très bien le gold, et qui va vous présenter 3 stratégies aujourd'hui, qui va faire des démonstrations. On va accueillir Nada et Fix. Que vous allez tracer donc entre 15 minutes et 1 heure dépendamment du volume. Automatiser son trading avec l'IA. Donc vous le savez, toutes les industries, tous les métiers commencent à utiliser l'IA de plus en plus. Les traders aussi. Pour nous présenter tout ça, nous avons Robo Crypto que vous connaissez tous, vous pouvez l'applaudir. Qui ici a une stratégie déjà de trading? Tout ça, on vire, on automatise et vous recevez directement une petite alerte sur Telegram pour vous dire là, c'est le moment d'acheter avec ma stratégie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Romain, 27 ans, ça fait plus de 6 ans que je suis dans le trading. Je me suis focus sur les cryptos essentiellement ces dernières années. Ne remplace pas mon cerveau par l'IA, j'utilise l'IA en tant que traducteur. Et c'est ce que vous allez devoir faire. Sur le trading, mais sur les réseaux, ça fait quoi? C'est 6 ans à peu près? Ouais, 6 ans, c'est ça. Fin 2020, j'ai commencé à m'exposer sur les réseaux. Je commençais à trader, bourser coter un peu quand j'étais en études, donc un peu Ah, avant. toi, t'as fait des études, hein? Ouais, j'ai fait des études en Un master finance? J'ai fait un double master. Donc j'ai commencé en finance de marché et j'ai fini en entrepreneuriat, gestion de projet. Ok, tout ça? À Paris, à l'IPAC, en école de commerce. Je sais pas ce qui m'a tant apporté, mais c'est ce qui m'a fait ouvrir un peu les yeux, tu vois, sur l'aspect finance, l'inflation, qu'est-ce que c'est, comment gérer, parce que moi j'ai pas eu du tout d'éducation financière sur ça, tu vois, mes parents viennent de classe moyenne, tu vois, et prof de finance qui arrive, premier cours,
j'ai fait des millions sur les marchés financiers, je vous ai expliqué comment ça inspire, fonctionne. Première phrase, il arrive avec un hook, je me dis ok bon ça a l'air pas mal ça, et du coup je commence à creuser là-dedans, je commence à comprendre ce qu'est l'inflation, l'impression monétaire, qu'il faut réussir à battre l'inflation dans un premier temps, puis battre le marché, le S&P, je commence à découvrir tout ça. Pendant que j'étais là-dedans, je boursicotais bull run, je commence à m'intéresser aux cryptos à côté, donc là j'ai fini par me spécialiser vraiment dans les cryptos, dans tout ce qui est décentralisé, donc j'ai une vision du monde qui est un peu space dans le sens où tout ce qui va être banque, institution, centralisée, je peux plus, j'essaie de me débancariser au maximum, tout ce qui est monnaie fiduciaire, je peux plus, c'est pareil, donc full crypto, full décentralisé, il y a plein de trucs à faire que très peu de gens comprennent aujourd'hui, mais c'est ce que j'essaie de démocratiser. Toi, t'as fait un penchant vers la crypto parce que t'étais quand même trader classique à la base. Moi, ça fait 5 ans que je suis sur le marché trader pour mes finances. J'ai étudié aussi finance de marché, mais après, donc moi j'ai mis d'abord les pieds dans le marché particulier et après je me suis spécialisé en finance de marché. C'est bien. Mais c'est ma question justement, j'ai posé la même à Marc-Antoine. Est-ce que tu considères que si t'avais pas fait d'études en finance, tu serais aussi bon qu'à l'heure actuelle? Les études en finance, c'était l'élément déclencheur qui a fait que je suis venu sur le marché. Maintenant, ça m'a pas apporté plus de bagages que ça. C'était plus soit en autodidacte avec les gens que je rencontrais autour de moi. Toi, tu fais ça, vas-y, je vais tester, etc. Donc, tout le panel de compétences que j'ai aujourd'hui, je l'ai plus acquéri via le parcours que j'ai fait en étant dans les marchés. Ce que je dis aux gens, généralement, c'est une fois que tu as sauté dans le grand bain, tu es obligé de te démerder pour nager. Donc, les études, c'est ce qui m'a fait plonger dans le grand bassin. Maintenant, quand j'y étais, je me suis démerdé avec ce que j'avais autour de moi en autodidacte. Donc, très théorique, quoi. Très théorique. Ouais, donc je pense que ça m'a pas tant influencé que ça. Ça m'a poussé à y aller, à m'intéresser à ça, mais c'est pas ce qui a développé mes compétences. C'est ce qu'on dit beaucoup. Tu vois, même si on bosse avec le HEC, on donne beaucoup de conférences là-bas. En réalité, tu peux avoir toute la théorie du monde, si tu mets pas en pratique, ça sert à rien. Je suis complètement d'accord avec ça. Et encore une fois, il faut pas oublier que malgré l'aspect compétences, parce qu'on a souvent l'habitude de se voir, tu sais, comme dans un jeu vidéo, t'es là, t'acquérais des compétences grâce à l'école, au cours, etc. Hormis tout ce bordel-là, le contexte d'être en études, de bosser avec des gens, d'avoir des objectifs, de voir les gens autour de toi quand t'es dans des belles écoles, il y a des gens de belles familles et tout. Enfin, t'es dans un environnement qui te donne envie aussi d'aller un peu plus loin. Donc c'est aussi ça qu'il faut pas oublier, c'est que les études c'est aussi important parce que t'as cet environnement-là autour de toi qui fait que ça te pousse à faire plus. Et t'aurais pu faire en institutionnel? Ça t'aurait intéressé? Non. Non, toi t'es freelance, toi tu veux vivre, voyager. J'aime trop la vie pour ça. Ouais, j'aime trop la vie pour ça, donc non, c'est pas du tout le but. Et encore une fois, je fais pas ça parce que j'aime particulièrement la finance. C'est juste que je comprends aujourd'hui certains mécanismes de comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'argent, comment fonctionnent les banques, quels sont leurs intérêts, et que j'ai tout intérêt aujourd'hui à me décentraliser. Donc je m'y intéresse entre guillemets par contrainte de ce qu'on vit aujourd'hui de par les banques, mais c'est pas une passion avant tout. Je me suis passionné parce que j'étais dedans et que ça m'intéresse, mais c'était pas de base une passion. C'est très dur d'être passionné au début de finance. C'est ce que je veux dire, c'est quand tu découvres les problèmes que tu as quand tu t'y intéresses pas, que tu dis je devrais m'y intéresser. C'est plus comme ça. Et le tournant crypto, ça s'est fait quand? Pourquoi t'as déjà tradé autre chose que la crypto? Ouais, je faisais beaucoup de DAX, Forex à l'époque. J'ai commencé par ça. J'ai pris le tournant quand j'avais eu le bull run 2021 sous les yeux et que je me suis dit ok bon là il y a du rendement à aller chercher. Je commençais à m'intéresser au projet, au tokenomics, au truc, je commençais à comprendre. Quand tu comprends Bitcoin, tu comprends que tu n'as plus d'intérêt à aller avoir de l'euro sur un compte et que vaut mieux accumuler du BTC, ou du moins c'est ma vision. Donc ça m'a ouvert aussi, la crypto m'a ouvert les yeux sur plus de choses que les marchés tradis. Les marchés tradis, t'es là pour perf, aller chercher plus d'euros, voilà, disons ça comme ça. Là, je viens chercher plus de BTC, c'est tout ce qui m'intéresse. Et pourtant, on peut faire plus d'argent en trading traditionnel ou en crypto? T'as plus de volatilité sur la crypto, donc disons que c'est plus risqué, mais que t'as plus de perf à aller chercher aussi dessus. Bon, après, quand tu regardes les actions, là, la alt season, elle s'est fait sur les alt tech, semi-conducteurs aux US. Donc il n'y a pas de vérité générale, mais de façon générale, t'as plus de volatilité sur la crypto. Ok, et un conseil pour un étudiant qui a envie de se lancer en crypto, parce que c'est ta spécialité, tu nous en as pas trop parlé aujourd'hui là. Non, c'est vrai que j'ai plus. Tu nous as parlé d'IA, je voulais pas tourner autour de c'est cette stratégie qu'il faut, etc. ou ma vision de la crypto, parce que ça pourrait prendre des heures. Je voulais faire un sujet où tout le monde, tu vois, peut modéliser. C'est toi qui as choisi ton sujet? Ouais, complètement. Je me suis dit, au moins ça va parler à tout le monde, et tout le monde, juste après le truc, pour aller chez lui et essayer d'automatiser son truc. 100%.
Sinon, un conseil par rapport à un étudiant qui veut se lancer dans la crypto, prends toujours cet exemple-là. Je peux te dire, achète du Bitcoin, il est à 2000 €. Je l'achète aussi, on met les mêmes montants. Tu peux perdre de l'argent et moi en gagner. Pour la simple et bonne raison que tu m'auras suivi sans conviction et que le jour où il y aura du drawdown, donc une baisse, admettons de 40%, toi tu vendras ton Bitcoin parce que tu sais pas pourquoi tu l'as acheté et que t'es pas convaincu. Moi par contre, au moment où ça va baisser, je vais continuer d'accumuler parce que j'ai une conviction très profonde d'accumuler plus de Bitcoin parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. Ce qui fait que moi je vais gagner de l'argent, toi tu vas en perdre alors qu'on a acheté le même montant au même niveau. Donc tout est une question de conviction. Quand vous savez ce que vous achetez, vous êtes prêt à absorber les périodes de perte, les périodes rouges, et des périodes rouges, quoi qu'il arrive, il y en aura. Du moins, c'était dans la crypto, parce que c'est tellement volatile, conviction à fond, et n'achète rien si t'es pas convaincu. Donc pour la conviction, formation, on regarde ton média. Qu'est-ce que tu achètes? Et pour se renseigner, aujourd'hui, tu as tout plein de plateformes. Moi, j'ai mon média, j'ai des groupes sur Telegram où j'essaie de donner un maximum de valeur, mais tu as énormément de plus-value également sur YouTube aujourd'hui, avec plein de créateurs différents qui vont donner des informations pertinentes. Ça va être très simple, vous allez vous passer le micro au fur et à mesure, je vais vous poser des questions, d'accord? Chacun a un money management différent, chacun gère ses positions différemment, et le but c'est vraiment de devoir leur montrer tout ce qui existe, tout ce que vous mettez en place. Ça va être un stop à la journée où je vais risquer entre 0,3 et 1% max. Ça dépend, j'ajuste beaucoup en fonction de la macro moi. Moi, je vais prendre moins de risques en compte propre quand il y a compte propre firme, m'adapter, donc je vais pas avoir un stop fixe de mon côté, je vais m'adapter à la vol du marché en fait. À peu près 5% du drawdown autorisé sur les propres firmes et en compte propre entre 0,33 et 0,5. Je trade avec une logique de 100 € par trade et en fait je vais calculer ce 100 € puis je joue le R derrière. Et à un moment donné, l'encaissement de ses primes, il vend du call, il vend du put sur une échéance 1 mois sur un indice par exemple, et il va encaisser, il va vendre 1% de prime, il va encaisser 20 000, j'ai un exemple. Et à chaque fois sur la table, il met 1 million sur la table. Tout le monde connaît l'histoire du plus grand trade de l'histoire. George Soros, ça vous parle ou pas? Vous savez combien il a gagné en 24 heures? 10 milliards. Par contre, on ne dit jamais combien il a posé sur la table. Est-ce que vous savez? 7 milliards. Donc c'est le plus grand trade de l'histoire, est un trade à ratio inversé, 1 pour 7. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te poser quelques petites questions. Go ahead. Parce que du coup, tu es un trader fondamental, si j'ai bien compris. Je suis d'abord un trader qui part sur une base fondamentale, qui ensuite va exécuter avec un biais technique. Ok, ça fait combien de temps que tu es sur le marché à l'heure actuelle? J'ai commencé les marchés financiers décembre 2018 exactement. Ok, bon, ça fait un petit moment, une belle petite expérience. Tu as commencé autodidacte, tu t'es formé, tu as fait des études? Commencé autodidacte, moi je suis ingénieur de formation. Ok, ingénieur en quoi? Je suis ingénieur média, que j'ai étudié en Suisse. Et à côté de ça, je dois quand même dire pour mon background, j'ai mon père qui a un master en éco et depuis petit, je baigne dans l'économie, d'où le petit edge que j'ai dans la compréhension de l'économie. Ok, et donc globalement, le 3/4 de ton travail, ça marche sur quoi? La fondamentale? Tu t'aspires plus sur le graphique? C'est quoi qui fait le plus gros de ta routine? Le plus gros de ma routine, c'est d'abord comprendre l'environnement dans lequel on est. Ouais. Pour moi, ça marche toujours, les marchés marchent par saison. L'année dernière, c'était simple, je suis un trader sur l'or. L'année dernière, il fallait comprendre la défiance par rapport au dollar, il fallait comprendre le fait qu'on avait les droits de douane, il fallait comprendre qu'on avait les BRICS qui étaient dans un mouvement de dédollarisation de l'économie. Donc on s'est retrouvé avec un dollar qui a fortement baissé et les gens disent qu'on ne peut pas trader avec la fondamentale. C'est faux, c'est juste parce que les gens sont mauvais et ils pensent que la global macro c'est faire la météo de la veille. Moi la global macro, tous les jours je me réveille, j'ai deux scénarios. Scénario qui va valider A, scénario qui va valider B. Quand j'ai le A qui se valide, je vais me mettre à acheter si ça va dans mon sens. Et c'est comme ça que on peut trader avec la fondamentale, mais on peut trader avec la fondamentale en day-to-day, c'est possible, mais il faut être bon en lecture, il faut être bon en analyse. Et surtout, la fondamentale, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la fondamentale, c'est un puzzle. Complètement. Donc je mets une pièce aujourd'hui, je regarde si demain je peux rajouter une pièce et je regarde si je peux demain. Et est-ce que le marché va valider avec ça? La plupart de ceux qui ont pu acheter des actions au bas du marché là, pendant la guerre, c'est des gens qui, avec la technique on pouvait, mais moi de mon point de vue, c'est juste parce que Wall Street avait commencé à anticiper la sortie de la guerre avant qu'on soit vraiment sorti de la guerre. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des actions qui, depuis le plus bas de la guerre, ont fait entre 50 et 120%. Alors le marché est complètement fou, on s'en fout, mais nous on est qui? Exact. On est là pour suivre les gens. Donc, on peut trader avec la macro. Et moi, ça me donne un cadre dans ma stratégie. Ça me permet de me dire, je viens sur les marchés, ok, aujourd'hui on est dans une journée haussière, on est dans une journée baissière, je vais vérifier. Par exemple, il y a un NFP, il y a une data, il y a un CPI qui sort. Je vais regarder d'abord ce qu'on attend, le résultat qu'on a.
le delta qu'on a entre les deux. Le consensus, Le consensus, mais après on va regarder la sortie par rapport à ce qui est attendu. Est-ce que la différence elle est élevée ou est-ce que la différence elle est faible? Ensuite, si elle est élevée ou si elle est faible, est-ce qu'elle prend le marché en surprise? De façon positive ou de façon négative? Ensuite, il est censé se passer des choses. Je prends un exemple. J'ai le CPI qui sort. J'ai une inflation plus forte que prévu. Donc, je donne des chiffres aléatoires, mais simplifiés pour que tout le monde comprenne. On devait avoir 3%. On a 5% qui sort. On a 2% d'inflation en plus. Qu'est-ce qui est censé se passer? Le dollar est censé prendre de la valeur. Les EUSD sont censés descendre. Et les techs, Nasdaq et le SPI sont censés descendre. Peut-être on peut avoir le Dow Jones ou les valeurs à l'intérieur qui sont les valeurs financières qui vont monter. Ça, c'est le comportement de base. Ça, c'est ce que je vais attendre parce que j'ai 2%. Maintenant, dans ma journée, ici, je me rends compte que le gold, il descend pas. Que les investisseurs ne veulent pas acheter le dollar. Que l'USDCY sur le rendement obligataire. Que, au fait, c'est pas en train de monter. Tout de suite, je change de fusil d'épaule en me disant le marché s'en fout de ce driver. Et en fait, il reste sur un autre driver qui, par exemple, est la sortie du conflit. Donc, dans cette journée-là, avec la fondamentale et en ayant regardé le marché, je vois que ça descend pas. Donc, je me mets à acheter parce que le marché est sur un autre biais. Là, on trade avec la fondamentale. Mais tu vois tout le raisonnement que je t'ai expliqué? Exact. Si on résume ça, tout est toujours price-in jusqu'à créer la surprise et toi, tu es capable de t'adapter très rapidement si la surprise, au final, change la drive du marché. Et après, je vais sur les graphiques. Donc, le marché, oui, il est très irrationnel. Il n'est pas logique. Si on devait être logique et les fondamentaux, on a le pétrole qui est augmenté, on a l'inflation qui est augmentée, on devra monter les taux, les techs ne devraient pas aimer. Qu'est-ce qui se passe? Nasdaq qui est en ATH, le SPI qui est en ATH. 100%. Et puis, tu peux t'amuser à essayer de short, de prendre le retournement de marché. Les marchés resteront toujours solvables plus longtemps que toi. Donc, toujours. C'est pour ça que moi, je suis pas dans le... là, le gold, j'ai pas regardé, mais on est aux alentours 4004, 4007, on s'en fout. Tu peux me dire le gold atteindra 6000. Je peux te dire le gold atteindra 2000. Nous deux, on aura raison. Le plus important, c'est dans combien de temps tu auras raison. Et toi, tu es capable de tenir combien de temps jusqu'à ce que tu aies raison. Complètement. Donc en fait, on a tous raison, mais toi, c'est ton money management, ta solvabilité, ton stop, où est-ce qu'il est, l'argent que tu mets dedans. Et c'est pour ça qu'il faut, en tout cas, faire ses perfs, mais aussi prendre ses gains, parce qu'on ne sait que le plus haut de marché une fois qu'on a eu le plus haut de marché. Exact, c'est exact. La morale à retenir, c'est qu'on ne cherche pas à avoir raison, mais à faire du cash en trading. C'est tout. On cherche à faire du cash. Des très belles leçons que tu nous partages aujourd'hui, ça fait très plaisir. J'espère que ça aidera au moins quelques-uns et créer le déclic chez quelques... J'espère bien, on n'a pas assez parlé de fondamental, là ils sont tous derrière leur graphique, ils sont pros de scalping. Tu scalpes un peu? Tu fais du day trading, du swing? Alors moi je peux avoir une exécution, moi je t'explique, donc j'ai mon global macro et ensuite l'exécution des positions se fait en M1. Ok. Je rentre sur un graphique M1, mais je ne maintiens pas les positions pour 2-3 minutes. Ma durée moyenne de position elle est entre 28 minutes et 1h30. Ok, mais tu fais du multi-time frame quand même ou tu regardes que le M1? Non, je fais du multi-time frame, même dans mon analyse j'ai toujours un graphe M15 à côté et j'ai toujours un graphique daily weekly avec des niveaux, enfin voilà, je donne quand même de l'importance aux techniques pour me permettre d'ajuster mon point d'entrée puisque je suis un trader intraday. Ok, intraday, donc tu vas quand même chercher des gros R sur tes journées sur du M1? Non, je vais pas chercher des gros R parce qu'encore une fois, moi mon modèle mathématique de trading par rapport à mes statistiques ne me permet pas, j'ai pas besoin de chercher des risques reward de 6, de 7 ou de 8 par position. Moi j'ai un modèle mathématique qui est très simple, RR entre 1,75 et 2,65, répété 3-4 fois sur la journée, ça me fait R6, R7. Le lendemain, je peux déclencher 6 stop loss. Ma stratégie va me faire que ces 6 stop loss là vont être compensés. Et puis, en fait, comme ça, je peux me retrouver à faire des semaines à peu près à 21, 22, 23 R derrière dessus. Juste en voulant prendre un peu de performance, bien entendu. Moi, pour que ça marche, il me faut un marché directionnel. Donc, quand on est dans des semaines où j'ai le marché qui est pur en range, j'ai le dollar qui se déplace de $50 dans un autre sens, ou $20, moi, je peux pas trader. Là, je suis une merde. Je fais des mois de merde. Février et mars, c'était des mois qui étaient compliqués. Parce que moi, j'ai besoin des marchés en range. Par la montée ou par la descente. Quels actifs tu trades régulièrement? Dow Jones, SPI, Gold. Bon, en fait, je trade pas le gold, je trade le dollar. Mais je trade jamais l'actif au centre de la mêlée parce qu'il y a trop de bruit. Donc le dollar, comme c'est lui l'actif, je regarde le rendement obligataire. Et par voie de conséquence, comme c'est la cotation du gold, du coup je trade le gold. La leçon à retenir, c'est qu'il n'y a pas de... Faut arrêter de s'émerveiller avec 5% par mois. C'est est-ce que tu génères suffisamment de cash pour vivre? Suffisamment de cash ou pas. Faut pas oublier que tous les modèles mathématiques qu'on a, Markov caché pour ceux qui veulent aller en version compte, tous les modèles mathématiques qu'on a, Sharpe ratio, les Z, l'alpha, tous ces trucs-là,
c'est pour les fonds. Je terminerai là-dessus, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est pas que le trading qui est une activité trading qui est compliquée. On parle jamais du... Là, on est à Paris, là, pas très loin, il y a la chambre de commerce ici à Châtelet, à Bourse. On n'affiche jamais les statistiques des entrepreneurs. Combien d'entrepreneurs ont fermé de boîtes en 3 années? Les stats sont connus, mais les gens ne vont jamais les chercher. Mais si je vais parler en AMF, et je peux dire aussi que 80% des entrepreneurs qui ouvrent une boîte, après 3 ans, vont la fermer. 100%. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas entreprendre? Non. 75% des startups ferment après leurs 5 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas lancer des startups? Non. Donc, je ne dis pas que les marchés financiers, c'est quelque chose de magique. Je dis que toute action entrepreneuriale a le même taux d'échec. Et dans le trading, on va aller un peu plus vite parce qu'on utilise le cash et tout de suite, on peut utiliser du levier. Elle est juste là la différence, c'est que le risque de ruine va arriver beaucoup plus vite. Beaucoup de belles leçons que tu nous partages aujourd'hui, je te remercie. Merci à toi. Ta chaîne, ton média, tu représentes quoi, comment? Alors ma chaîne Instagram, comme tu disais, TikTok, YouTube, Ouais. Romain Goujon ou RC Goujon pour la plupart des médias. Je fais de l'analyse fondamentale, en fait je décrypte les marchés, j'essaie d'apporter une information qu'on ne va pas trouver, si tu veux, dans les médias traditionnels. Ouais. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, ce que j'aime bien, c'est aller prendre une information dont tout le monde se moque et essayer de comprendre comment elle peut véritablement impacter le marché. Ok. Et ton parcours, parce que j'entends plein de superbes informations que tu partages, mais par contre, j'ai jamais creusé. Tu viens d'où? T'as fait quoi? Parcours beaucoup d'autodidactes sur les marchés. Ok. J'ai un grand parcours dans l'immobilier, Ok. donc de vente. J'ai bossé avec le groupe Sotheby's pendant 3 ans, qui est le numéro 1 en France. J'ai intégré la Société Générale dans une partie qui s'appelle Sogecap, qui va gérer les contrats d'assurance vie des clients de la banque. Ok. Et moi j'étais sur le CRC, donc en fait toute la journée, si tu veux, on indiquait au personnel qui est en agence ce qu'ils pouvaient faire sur les contrats de capitalisation, d'assurance vie, sur les PER de leurs clients en termes d'arbitrage, de vente, de placement de produits, est-ce qu'ils pouvaient mettre telle ou telle enveloppe. Aujourd'hui, tu parles beaucoup de fondamentales. Nous, on est pro-fondamental aussi. On a une communauté dans laquelle on partage beaucoup de fondamentales. J'ai voulu poser la question tout à l'heure, mais on a été pris de court, donc je te la pose maintenant. Tu parlais d'IA dans l'automatisation de la fondamentale. Je suis complètement d'accord. Perplexity, même des prompts de ChatGPT. Mais je pense qu'il y a aussi toujours ce risque parce que l'IA, c'est bien, on lui demande d'aller chercher l'information, mais on ne sait jamais où est-ce qu'elle va la chercher, même si elle cite ses sources. Est-ce que tu penses que toutes les informations sont bonnes à prendre en ligne? Et si oui, où aller les chercher? Alors non, tu as raison, elles ne sont pas toutes bonnes. Donc effectivement, on parle de Perplexity beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un agrégateur. C'est-à-dire que Perplexity va se servir des différents modèles d'intelligence artificielle comme Claude, comme ChatGPT, pour pouvoir combiner finalement la meilleure réponse et la proposer, comme tu disais, sourcée. Et l'idée, en fait, ça va être de confronter. Aujourd'hui, Perplexity ou les autres peuvent se tromper. Elles peuvent littéralement dérailler et te dire que LVMH est bon à l'achat et qu'elle est sur des chiffres qui n'ont même jamais existé. Et donc l'intérêt, en fait, c'est toujours de contre-vérifier. C'est-à-dire que ce que tu vas demander à une IA 1, tu le demandes à une IA 2 et à une IA 3 pour t'assurer. Diversification dans tes vérifications. Exactement. Ok, deuxième question justement sur la fondamentale. Les sources fondamentales que tu vas aller chercher, le 3/4 du temps, par exemple, si je cite Investing Live, qui est un média qui donne les actualités tendances, c'est de l'information interprétée. C'est Greg qui rédige son article et qui partage sa vision du marché. Est-ce que toi, personnellement, tu as tendance à surinterpréter une information qu'il est déjà, ou t'aimes bien aller chercher l'information vraiment niche, par exemple sur le site de la Fed, sur ce genre de choses? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Donc effectivement, si tu vas chercher une information sur un site, quel qu'il soit, ça peut être un grand journal, ça peut être Investing, Zone Bourse ou je ne sais quoi pour essayer d'avoir la parité, il y a toujours un biais. Il y a toujours un biais de personnes sur la vie, la politique par exemple, les situations géopolitiques. Si la personne n'est pas du même bord, elle va forcément taper et ça va pas dans le bon sens. Moi, mon idée, c'est de donner quelque chose de factuel. Ça, je l'ai capté assez vite parce qu'en fait, mon intérêt à moi, c'est d'avoir une communauté la plus large possible et tu peux pas avoir de biais. Si tu as un biais, ça veut dire que tu vas embrayer, que tu vas canaliser en fait des gens qui te ressemblent véritablement, ok, ou qui prennent le même biais que toi. Mais c'était pas mon but. Mon but, c'était vraiment de dire, il y a une
info, elle est là. Maintenant, c'est à vous de faire ce que vous voulez avec. C'est-à-dire que peut-être que vous, votre biais, il est en A, et cette info, elle va pas avoir le même impact que si votre biais, il est en B. Donc, moi, je traite l'info, je la donne. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de attention, ça va aller dans ce sens-là ou ça va aller ça. Non. Là, on a cette situation-là. Le jeu de domino, il est comme ça. C'est ça, c'est pas du conseil. T'essaies d'être le plus objectif possible. On sait que c'est difficile, justement. C'est exactement ce que je disais avec Romain qui est dans la crypto, que j'interviewais juste avant. C'est que il pourrait me recommander n'importe quelle crypto, que j'aurais pas la même performance que lui parce que ma conviction va pas être la même. Mais moi, c'est ce que je dis beaucoup justement quand on parle de fondamental, c'est que c'est bien d'aller chercher l'information brute, mais après de l'interpréter par soi-même parce que du coup, c'est ma prochaine question. Est-ce que du coup, ces informations que tu traites sur les marchés, tu les mets à profit sur de l'investissement, du trading? C'est quoi un petit peu ton activité? Moi, c'est de l'investissement. Okay. Actif, d'investissement actif. On est très très loin de ce que tu peux voir aujourd'hui de la compétition à laquelle on a assisté. C'est-à-dire que moi, je vise vraiment à long terme. L'idée, c'était de pouvoir donner un exemple, une forme d'ambition à des gens qui ont, on va dire, entre 35 et 50 ans, qui arrivent, qui sont français, qui se disent il faut qu'on prenne en main un petit peu notre épargne parce qu'on voit que ça ne peut pas dormir, il faut le faire juste pour soi déjà. Il y a l'inflation, il y a des situations politiques, etc. Il faut s'en occuper et leur montrer que c'est pas compliqué. Et donc en fait, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai investi sur des plateformes, j'ai commencé à le documenter et on tend vers une transparence qui est la plus totale possible. Je tends vers une transparence qui est la plus totale possible, notamment dernièrement avec un de mes partenaires qui est Goliath, où j'ai investi récemment 10 000 euros il y a 15 jours. Donc tout est totalement transparent. Je documente ça toutes les semaines. Ils peuvent aller voir d'ailleurs les performances, ils peuvent aller voir la constitution du portefeuille. Et à terme, l'idée c'est de rentrer en DCA sur un montant de 50 000 euros. Mais qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui ne sont pas si complexes à mettre en place, que ça fonctionne. Et surtout dans l'investissement. Surtout dans l'investissement. Là, on a beaucoup parlé de trading aujourd'hui. C'est des choses que tu as vu qui sont plus complexes. Le trading, c'est un métier. Moi, je suis trader pour les finances depuis des années. C'est un métier. Tout le monde ne peut pas devenir trader, mais avec même les meilleures formations du monde. Mais investisseur, je pense que ça devrait presque être obligatoire. Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Alors après, on va parler un peu plus de politique, etc. Mais toi qui es sur le continent américain, la culture est bien différente. La culture est bien différente. On a une retraite par capitalisation, donc ça veut dire que tout le monde indirectement est investisseur. Tu vois, donc nous en France, en Europe, au sens large, il faut qu'on se saisisse de ça. Et voilà, j'essaie d'apporter modestement ma contribution en disant voilà, moi je le fais, essayer de venir comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais. C'est très simple. J'utilise pas de jargon complètement fou et j'essaie vraiment de vulgariser dans le bon sens du terme. Super. Je pense que modestement, c'est un très bon travail et ça fait super plaisir d'avoir des gars comme toi qui vulgarisent la fondamentale au quotidien parce que il y a trop peu de personnes qui s'y intéressent. On le voit encore pendant le conflit. Il y a même sur le trading, des gars qui se font exploser sur le marché, alors que rester informé, ça prend quoi 30 minutes par jour. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Et puis au plaisir de faire. Salut Dorian. Donc du coup, toi, tu es représentant donc pour toute l'Europe de Kraken, c'est ça? Pour Europe de l'Ouest et Europe du Nord, ouais. Ok. Et donc globalement, quand on a ton job, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à faire grossir Kraken de toutes les manières possibles et imaginables dans la zone qui nous est dédiée. Donc ça passe par des partenariats qui s'adressent plutôt au retail, des partenariats qui s'adressent plutôt aux clients institutionnels, etc., etc. Ok. Et aujourd'hui, comment un événement comme ça se met en place? Je me doute que ça se fait pas en quelques semaines, là. C'est du boulot. Alors c'est un budget. C'est un budget, c'est une organisation. Il faut trouver les bons partenaires parce qu'il faut des gens qui savent ce qu'ils font et ce qu'ils s'apprêtent à faire. Donc on a eu tout un travail évidemment avec tout ce qui est côté compliance, etc. pour être sûr qu'on allait être dans les clous. On a eu un côté logistique aussi évidemment parce qu'il faut trouver le bon endroit qui se prête à ce qu'on s'apprête à faire. C'est très agréable de venir les écouter et d'apprendre puisque moi je vous avoue qu'à titre personnel j'ai beaucoup appris aujourd'hui. C'était ma question, est-ce que toi t'es trader? Alors moi je touche un peu à la crypto. Alors je touche un peu à la crypto, oui évidemment. D'ailleurs Kraken était mon premier exchange déjà en 2017 et le truc c'est que fondamentalement j'ai fait beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs et je regrette que de n'avoir pas eu accès à autant de contenu de qualité à cette époque puisqu'à l'époque c'était quand même beaucoup plus dur d'accéder à ce type de contenu. Ça fait combien de temps que tu es dans la crypto? Du coup 2017 ça va faire un sacré bail, ça met un coup. Donc tu as commencé avec Kraken. Kraken ça existe depuis combien de temps?
Kraken, ça existe depuis 2011. Ça a été lancé sous la forme avec laquelle on le connaît en 2013. L'idée, c'était de créer un exchange qui soit sécurisé, qui permette de ne plus avoir des expériences comme Mongox, qui à l'époque avait mis beaucoup de gens dans des situations vraiment horribles. Et du coup, Kraken, c'est quoi? C'est français? C'est quoi? Alors Kraken est une plateforme américaine qui aujourd'hui s'est étendue de manière globale. D'ailleurs, c'est le plus vieil exchange global du monde, du coup. Moi, j'ai toujours tendance à dire Kraken, c'est le pionnier de la crypto, parce que c'est comme ça que moi je le voyais quand j'ai rejoint l'écosystème. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a réussi à continuer à innover tout du long et de rester aujourd'hui une plateforme innovante après autant d'années dans le secteur. Je veux dire, si on compte en années crypto, Kraken, c'est un vieux de la vieille. C'est pas pour autant que là, on continue à sortir des produits. Vous êtes à jour, Typiquement à jour, et je vous recommande de venir tester les prop trading qui sont notre nouveau produit, en particulier en France. J'en ai entendu parler tout à l'heure, alors que comment ça marche? En fait, ça vous permet de passer des évaluations. Après tout, si vous êtes bon trader, il n'y a pas de raison que vous ne faisiez pas d'argent avec Kraken directement sur la plateforme. Le principe, c'est vous passez une évaluation. Si vous remplissez ces conditions d'évaluation, après, vous avez accès au capital de Kraken pour aller trader sur les marchés. Et on se partage les profits avec vous. Profirme classique, quoi. Profirme classique, sauf qu'on a des conditions qui sont honnêtes, avec pas de règles très alambiquées. Tout est expliqué quand vous passez vos évaluations. Et puis on sait que c'est sur Kraken, quoi. C'est directement sur votre compte Kraken sur la plateforme. Que la crypto, ou parce que j'ai vu dans la simulation qu'on avait le forex, les indices en futures, etc. Que la crypto, on peut, ça y est, trader. Là, actuellement, il n'y a que les cryptos disponibles. Et on espère évidemment étendre la gamme dès qu'on pourra. Parce que j'ai vu certains exchanges faire ça. Bien sûr, ça on a sur Kraken depuis déjà de nombreux mois. Voilà, c'était ma question. Aujourd'hui, on a déjà pour commencer les assets tokenisés, parce que là on reste dans l'écosystème Web3. On a une entreprise qui fait partie de notre consortium d'entreprises qui s'appelle Backed Finance, qui est notre partenaire avec le Nasdaq, qui est derrière donc les X-Stocks. Les X-Stocks, qu'est-ce que c'est? Ce sont des assets tokenisés. Donc là on parle vraiment d'actions classiques qui sont mis sur la blockchain, qui vous permettent par exemple de gagner vos dividendes en token directement sur votre wallet de manière automatique quand on a des actions à dividendes, évidemment, bien sûr. Et on a donc ce versant-là. On a aussi des produits dérivés futurs classiques, traditionnels pour le coup, accessibles depuis la plateforme aussi. Et en plus de ça, il y a du forex, il y a effectivement toute une gamme de produits comme ça qui sont plus seulement de la crypto. Et aujourd'hui, le but c'est vraiment d'avoir Kraken comme plateforme d'investissement pour tous ces investissements. Génial, donc c'est ce que j'allais dire en fait, c'est qu'aujourd'hui, si j'ai de la crypto et que j'ai envie de trader sur les marchés, j'ai plus besoin de me faire chier à transférer ça vers un courtier offshore, je peux faire ça sur Kraken directement. Exactement. Génial. Dernière question et un peu perso, comment, en étant juste utilisateur chez Kraken, je connais pas ton parcours, mais on se retrouve à ce poste-là qui est quand même assez élogieux. Merci. Écoutez, c'est une longue histoire. Effectivement, donc Kraken, mon premier exchange, beaucoup de routes pour revenir à ce point. Ça fait bizarre au sens premier du terme de voir tout ce qui s'est passé depuis ce temps. Mais mon parcours personnel, c'est d'avoir travaillé dans de nombreux autres exchanges. À commencer par Crypto.com, UOB à l'époque, qui aujourd'hui s'appelle HTX, KuCoin et du coup Kraken. Et tu as monté les échelons au fur et à mesure. Magnifique, félicitations. Puis félicitations pour ce magnifique événement, franchement c'est incroyable. J'espère que vous avez beaucoup apprécié, j'espère qu'on pourra en montrer l'événement sous son meilleur jour. J'espère aussi que ce n'est qu'une première étape, une première édition qui serait amenée à se le souhaite complètement, c'est la première fois qu'on voit, je trouve, un événement comme ça, aussi novateur dans l'aspect différent, formateur. Il y a le salon du trading, mais on va pas se mentir, c'est has-been. Non, je trouve ça génial. C'est moi qui l'ai dit. Ouais, non mais voilà, non mais c'est vrai. Je serais pas venu de Montréal pour le salon du trading, tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'en ai discuté avec Louis, j'ai trouvé que le projet était génial. Ça y est, on vient de finir la première journée du BTF, donc le Breakout Trading Fight, organisé par Nico et Louis. Franchement, ça fait plaisir de pouvoir rencontrer les grosses têtes du trading français, des gars qui sont là depuis encore plus longtemps que nous sur le marché. Et on a pu partager plein d'idées de stratégies différentes, plein de formations différentes, plein de communautés différentes. Mais notre point commun à tous, c'est qu'on est dans la même galère, on cherche à faire de l'oseille sur les marchés financiers. On a eu le droit à des jolis petits goodies, carnets, tapis de souris, stylos personnalisés. Franchement, Kraken a mis la totale pour organiser un superbe événement. Sur ce, nous on rentre se reposer parce qu'il faut pas oublier qu'on arrive de Montréal, on est complètement jet lag, donc l'événement de 8h du matin à 22h, on est claqué.